À peine avez-vous regardé un documentaire sur la guerre en Ukraine ou sur la santé de l'immobilier que vous vous retrouvez inondé d'alertes sur les biens à vendre et sur les vidéos en lien avec des conflits récents. Sans parler des marques qui s'en donnent à cœur joie pour vous tenter entre deux posts sur les réseaux sociaux. Eh bien, selon une étude publiée le 19 avril dernier par plusieurs chercheurs de l'université Cornell aux États-Unis, les chatbots, ces assistants d'un nouveau genre, ont le potentiel de changer nos points de vue, à notre insu. Les chatbots auraient une influence subtile sur nos opinions sans que l'on s'en rende compte. Contrairement aux apparences, un algorithme n'est pas neutre et son interaction avec les internautes peut engendrer des dérives à l'image des effets dits de bulles de filtre ou de chambres d'écho. Alors voilà la question que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui avec mes deux invités. Sommes-nous tout simplement manipulés par les algorithmes et comment? Eh bien, tentative d'explication et de réponse avec nos deux invités donc, qui sont Julien Sivange. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous recevoir, parler bien dans votre micro. Bonjour. Vous qui êtes spécialisé, bonjour cher Julien, vous êtes vous-même musicien, producteur, mais pas seulement. Vous êtes également passionné par toutes ces nouvelles technologies dont vous explorez les mutations et vous venez d'en faire un espèce d'ouvrage. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au livre des records quand on était enfant. Oui, c'est assez bien vu. Guinness Book. Le Guinness Book, ça vous parle, hein? Ah bah Ça nous rajeunit pas, les amis, hein, cette histoire. Non, mais... On est d'accord. Donc, cet ouvrage qui s'intitule Monde de demain, monde au pluriel, le futur s'invente aujourd'hui, chez Plomb, avec une magnifique photo du pape François. Alors, j'imagine qu'elle a été truquée. N'est-ce pas? Oui, tout à Un fait. poil. Il y a une histoire marrante derrière cette photo. C'est une des premières photos générées par une IA, donc ce qu'on appelle un deepfake, qui est sorti. Je crois qu'elle a été publiée dans le New York Times en mars ou en avril. Ouais. Donc c'est un peu une image de l'année, parce que c'était le thème de l'année, enfin, un des thèmes de l'année, sans doute celui qui a fait le plus de bruit, l'IA et ce qu'on pouvait en faire. Ouais. Et puis on a choisi cette image donc, du pape se faisant poursuivre par la police, dont on comprend quand même, vu la situation, qu'elle est fausse assez facilement. Donc il est mort de rire. Donc Et on a vécu avec pendant 6 mois, jusqu'à ce que le service juridique en fait, de l'éditeur nous précise, la veille de l'envoi en fabrication, que ça allait poser un problème parce que l'auteur était inconnu. Et on avait cherché effectivement l'auteur, mais il se trouve que voilà. l'auteur c'est pour ça que c'est parce qu'il était inconnu Entre que autres. ça posait problème. Mais qu'en revanche, si on la refaisait, donc c'est déjà un faux, donc si on partait de l'original faux ou du faux original et qu'on refaisait un faux sur un faux avec un artiste IA, pas si facile à trouver, et qu'on créditait les outils qu'il avait utilisés, ça passerait. Ce serait un pis-aller. Donc on est vraiment rentré, on est parti d'un faux original à un faux original, et donc après on a une sorte d'image tolérée. Voilà. Donc là, c'est presque une œuvre d'art, c'est un peu ça, entre guillemets. Ouais, quoi, c'est une sorte d'œuvre d'art. En 2023. On comprend bien que ça n'existe pas ou que ça peut on voit pas bien que c'est exister. risible, effectivement, tout à fait. Oui, on le voit tout de suite. Mais là, le faussaire est identifié. Exactement. Et Et ses outils aussi. Donc c'est vraiment comme on fait un faux de Picasso, un faux de Picasso avec faussaire identifié et pinceau et huile identifiée, c'est ça en fait. mais ce qui est marrant, c'est que, pourquoi cette image en particulier? Bon, parce qu'elle est marquante, parce qu'elle a existé, et aussi parce que je trouvais ça intéressant d'avoir deux mondes qui reposent quand même sur quelque chose de relativement invisible qui se confrontent. Ça veut dire que le pape est quand même garant d'un message et d'une histoire qu'on peut pas une toujours, transmission de 2000 ans quand même, voilà. Qui est quand même assez, dont une grande partie est indicible, invisible, se vit de façon intérieure. Et puis l'IA et beaucoup des technologies d'aujourd'hui qui nous entourent ont un peu la même caractéristique, c'est-à-dire qu'on est entouré de technologies qui sont relativement invisibles. Ou non, ouais, tout à fait. Voilà. Eh bien, la petite voix que vous entendiez à l'instant, Luc de Brabander. Bonjour Luc. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Avec ce livre tout rose qui donne bien envie. Fuchsia. Comment? Fuchsia, exactement. Vous dites fuchsia, vous. Moi, je dis fuchsia. Mais bon, écoutez. Spécialisé que vous êtes en sciences cognitives et fellow du BCG Anderson Institute. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grand cabinet de conseil, Boston Consulting Group. Oui. D'accord. Vous aidez les dirigeants à penser leur stratégie. Vous avez cofondé l'agence de communication Cartoon Base, où artistes et consultants travaillent ensemble. Vous enseignez dans différentes universités. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages et on mentionne ce petit dernier, donc Fuchsia. Petite philosophie des algorithmes sournois. Tout est dans le sournois, évidemment, on l'a bien compris, édition Erol. Pour rebondir sur
sur cette une, j'ai presque envie de dire cela, cette page, cette première de couverture de l'ouvrage signé par notre ami Julien Sivange, finalement, il y a déjà du sournois dans la couverture, quoi. Hein. Oui, voilà, oui. Le sournois, en fait, Ouais, quand c'est attribué à une personne, c'est un peu négatif, hein, la personne dont on ouais, se méfie. Mais quand un objet est sournois, bien sûr, il n'y a pas d'intention. Et la définition, c'est qu'il ne se dévoile pas tout à fait. Par exemple, une maladie sournoise, ouais. c'est une maladie qui a, eh bien, je trouvais l'adjectif parfaitement, parce que je voulais pas connoter un algorithme ni en bon ni en mauvais. Donc, sournois, c'était trop négatif pour une personne, mais pour un objet, même s'il est, je dirais, immatériel, ça m'allait bien. Ouais. Alors, messieurs, nous avons 52 minutes. On va essayer de pas trop perdre nos auditeurs dans des espèces de notions d'encodage complexe. En revanche, moi, j'ai appris un truc dans votre livre, hein, Luc de Brabander. C'est que l'algorithme date, pas d'hier, mais d'avant-hier. En fait, c'est vieux comme la pluie, l'algorithme. Oui, oui, oui. Disons, un algorithme, c'est une méthode qui permet d'arriver, d'obtenir bon, quelque chose que l'on souhaite. Par exemple, quand on fait une division, c'est un algorithme. D'accord. Quand on fait, je dirais, une tarte tatin, c'est un algorithme. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, bien sûr, ces algorithmes attrapent des puissances je dirais, pratiquement infinies. Mais Ouais. effectivement, le concept est vieux comme le monde, vieux comme les mathématiques. Oui. Alors, sauf que notre ami fasciné Julien Sivange, que vous êtes par les nouvelles technologies, ce qui est très sournois, c'est qu'effectivement, on ne se rend pas compte de l'influence, effectivement. Mm. S'il fallait répondre, en fait, au fond, au début d'émission, sommes-nous manipulés? La réponse est évidemment oui. Bah, Évidemment oui, manipuler, oui, même si on le sait. auto-manipuler, il y a un certain consentement quand même. Après, dans la façon dont on nous présente et dont on aborde les technologies depuis longtemps maintenant, et particulièrement, je pense, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a souvent une première amorce qui se fait dans un monde plutôt ludique, euh, le monde du jeu, le monde du Ouais, plaisir, le monde de la création, c'est une sorte de partie visible de l'iceberg qui cache souvent d'autres types d'applications des technologies. Là, pour la dernière avancée, on va dire, donc celle qu'on appelle l'IA générative, c'est vrai qu'elle est apparue quasiment du jour au lendemain, pré-mâchée, disponible aux mains du grand public, et que après 6 mois, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça, si vous voulez. Donc il y a effectivement, là, je trouve une approche sournoise. Et puis, il Mm. y a beaucoup de questions posées sur la régulation. Enfin, c'est pas un jeu pour les enfants, en fait, je ouais, pense. loin de là. Pouvez nous expliquer, donc l'IA générative, c'est les fameux chatbots, enfin, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça englobe, l'IA générative, exactement, C'est de Julien l'IA Sivange? pré-mâchée, en fait, qui a cultivé sa forme d'intelligence sur des banques de données volumineuses préexistantes, Mm. thématiques, généralement à base de texte, mais aussi possiblement d'images ou de musique, et qui donc est capable de mener une sorte de conversation complètement artificielle, mais sur la base d'une reproduction de choses vues par millions, en fait. En fait, Oui, Luc de Brabander? on parle d'intelligence artificielle depuis longtemps. Dans mon premier livre, il y a 40 ans, j'en parlais déjà. Et la grosse rupture est la suivante. Pendant 35 ans, les chercheurs se sont dit, si on connaît les règles du langage et les règles de la pensée, la machine parlera et elle pensera. Et pendant 35 ans, ils les ont cherchées. Et il y a 4, 5, 6 ans, ils disent non, on n'y arrivera pas. On ne peut pas trouver les règles du langage. Pourquoi on dit chocolat et choléra et pas coca et choléra? C'est une exception. Mais il y a tellement d'exceptions. Et donc, les chercheurs ont dit, on n'y arrivera pas, on va changer de technique. Et donc, on a complètement changé de technique. On abandonne la recherche des règles au profit de statistiques. Et maintenant, les machines sont tellement immenses, les volumes disponibles sont tellement gigantesques que statistiquement, on ressemble à la logique. Mais il n'y a pas de logique. Ce sont les volumes tellement immenses qu'on dit, tiens, il y a un raisonnement derrière. Non. Non, En il n'y en a fait, pas, en fait? non. ChatGPT n'écrit pas. ChatGPT calcule, mais sur des bases d'échantillons tellement gigantesques que le calcul se rapproche de la certitude. C'est vrai que certains êtres plutôt cérébrés, enfin surtout très intelligents et érudits, croient encore, enfin nous laissent penser que effectivement il y aurait une espèce de Big Brother et de. En fait non. En fait Non. non.
Non. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes d'accord ou pas, Oui, Julia tout à Tiroche? fait. On pourrait même dire que c'est une intelligence dégénérative, d'une Oui. certaine façon. Je veux dire, comparée à la Oui. nôtre, naturelle. D'accord. C'est En fait, est-ce un que avatar l'un ou l'autre d'intelligence. pourriez nous expliquer exactement en quoi ça consiste? Exactement. Mais en fait, Comment ça fonctionne, en fait? Mais En l'intelligence, il prenant faut mettre peut-être au un exemple. pluriel. Après la guerre, il y a eu un mouvement très très intéressant, ce qu'on appelle les intelligences multiples. Oui. Et on a parlé, c'est de Goldman. Il y a même de multiples théories d'intelligence multiple, émotionnelle, relationnelle, artistique, tout est Là, là. l'intelligence humaine, Voilà, d'accord. etc. Et patatras, avec l'informatique, on remet intelligence au singulier. Et je crois que la première chose à faire, c'est parler de une intelligence artificielle ou mais pas de l. Parce que l'intelligence, c'est une espèce de grand machin qui ne sont pas. Ça Surintelligence, ça n'existe pas. L'intelligence, c'est quoi? C'est une aptitude à bien utiliser ses aptitudes. On a tous des aptitudes. À Il y en a qui- déduire, je crois que c'est ça, non? À déduire. Déduire, ça, c'est une des intelligences intelligences. qui, il y a 200 ans, et vous avez raison, avait le monopole. Au moment où on a inventé ce sinistre quotient intellectuel, on considérait que les mathématiques et en gros la logique avaient le monopole de l'intelligence. Autrement dit, on était bon en maths ou on était bête. Et donc, il y a eu un mouvement très sain après la guerre, Ouais. mais il y a un danger aujourd'hui à cause justement d'un manque de pensée. J'aime bien l'idée d'être dégénératif. Ouais. On ne réfléchit plus assez. La Ouais. raison même d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'être humain. Je Mm. dirais, personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Donc, c'est des lunettes, ça existe parce que ça permet de voir mieux. Voir mieux. Eh bien, des ordinateurs, ça existe parce que ça permet de faire mieux des De choses. calculer plus Mais c'est vite, d'aller plus vite. Exactement, mais c'est pas pour ça qu'il faut donner une forme de vie ou D'aura, d'humanité aux ouais. machines. Moi, je dis pas merci à mes lunettes parce que je lis bien. Par contre, il y a des gens qui disent merci ChatGPT quand ils ont une réponse. Non, il ne faut pas dire merci parce que c'est un outil. Ouais, c'est vrai que c'est tellement, parfois, ça civile de plus en plus, de façon tellement, de plus en plus proche de notre façon de penser que, en fait, c'est des illusions, quoi. Exactement. C'est ça, vous êtes d'accord, Julien? Alors, comme dit Luc, c'est vraiment un outil avant tout. C'est rien d'autre. Donc, c'est l'équivalent d'un stylo. Enfin, je veux dire, c'est un outil, ça c'est sûr. Maintenant, j'apporterai quand même une nuance, c'est que l'outil est si puissant, Ouais. si volatile, il peut prendre tellement de formes, il a une capacité à pénétrer le quotidien, les usages, les besoins des gens. C'est une telle entreprise de création de besoins Ouais. qu'on n'est pas en face d'un simple stylo non plus. Non. Non, Et vraiment c'est, pas. et c'est là en fait où ça se complique parce que sans vouloir être trop négatif, c'est que en fait c'est vraiment pas un outil pour le grand public et c'est présenté comme ça. C'est un outil et d'ailleurs jusqu'à il y a un certain temps c'était très régulé. C'était des outils qui étaient fabriqués pour l'armée ou vraiment dans des officines scientifiques ou c'est des outils qui viennent quand même d'endroits sérieux, très régulés avec des systèmes de péage bien huilés, bien compris. Là, le fait de mettre à disposition de tous en fait, c'est-à-dire vraiment dans un mode aussi simple à appréhender des outils aussi puissants qui en plus s'inscrivent dans un contexte où il y a déjà en fait un accès à peu près toutes les informations imaginables ou à imaginer, ça crée une sorte de danger, de confusion très exponentielle en fait, que personne veut ou peut quantifier, ou ceux qui ont la qualité de le faire, probablement comme vous ou comme d'autres scientifiques, le font avec une voix qui porte peu, parce qu'il y a aussi des intérêts de marché en jeu gigantesques, et surtout une appréhension très, très pratique dans le quotidien. Pour les gamins, pour les étudiants, pour les gens qui font de la comptabilité. géologue, hein, pour tout le c'est monde. bête, mais Oui. on s'en sert tout le temps de ce fameux foutu GPS. Ça nous énerve d'ailleurs. On se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas toute seule? Mais Et- c'est la puissance de l'outil, mais je pense, qui c'est doit être terrible, questionnée en fait. La puissance de l'outil en question aujourd'hui avec mes deux invités qui sont Julien Sivange et Luc de Brabander. Et alors, juste avant que nous séparions quelques instants, en compagnie d'Aiden, qui est bien réel. Oui. Et vous me faites penser à quelque chose l'un et l'autre. C'est l'intrusion. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que plus le temps passe, plus les progrès, plus les mises à jour se font sur nos outils, sur nos écrans, etc., nos smartphones et autres tablettes et autres ordinateurs, autres machines, comme on dit, on a l'impression qu'à la fois, c'est une réjouissance d'avoir ce côté pratique qui nous est de plus en plus facilité, et en même temps, moi je trouve qu'il y a un sentiment pas de viol, mais d'intrusion très forte quand même,
de notre vie privée, de toutes ces machines. Alors, ces outils, je ne sais pas comment vous définissez Oui, c'est vrai, ça, mais Luc de on est Brabander. complices. On est complices. On signe en permanence vous acceptez les cookies, on dit oui, Ah etc. On accepte tout sans lire. Vous nous Donc, direz que quand on dit oui, vous nous direz après la pause, là, vous nous direz ce que mais ça fait. on ne le sait même pas parce que je ne lis pas non plus. Donc en fait, on est complices. Et à nouveau, il y a 40 ans, j'avais lu un livre sur l'enseignement assisté par ordinateur pour les enfants. La dernière phrase du livre. La question est de savoir qui programme qui. Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait bouger un truc dans l'ordi, ou c'est l'ordi qui, par un message, fait en sorte que l'enfant bouge sa souris? Eh bien, la question se pose aujourd'hui. Est-ce que nous utilisons Internet ou est-ce qu'Internet nous utilise? Aujourd'hui, je crois qu'on ne se rend pas compte, mais on est beaucoup plus utilisé, ce que vous dites, on est beaucoup plus utilisé. Et chaque fois qu'on utilise, on est utilisé. Et je dirais, la solution, c'est la pensée critique, c'est le doute, Ouais. c'est la résistance. Moi, je suis un fan de France Gall, toujours cette chanson Résistant. Parce que Prouve que tu France existes, Gall mon avait Dieu. France Gall avait deux chants, il y avait des branches et résiste. Mais justement, des branches, non, il n'y a pas moyen, on est dedans. On n'est pas sur Internet, on est Internet. Et donc, on est dedans, c'est nous-mêmes. Et donc, il faut cette espèce de doute, toujours se poser des questions, l'interrogation. Par exemple, sur Google Translate, pour la traduction, si vous allez sur Google, et d'anglais vers le français, vous demandez un architecte, vous avez comme réponse en français un architecte. Vous mettez a secretary, vous avez en français une secrétaire. Pourquoi? Parce que les algorithmes n'ont rien d'objectif. Ils ont été programmés avec je ne sais pas qui. Et donc, pourquoi pas une architecte et Ouais, c'est un curieux, secrétaire? ouais. Voilà. Et donc, il y a moyen de résister. C'est une posture, j'utilise, mais c'est moi qui conduis. Eh bien, gardez ça en tête en cette première partie d'émission. Je vous propose d'entendre ensemble le Rondo d'Haydn, interprété par le Quatuor Sonare. Nous nous retrouverons juste après. À tout de suite. Voilà de quoi se mettre en jambe en ce lundi après-midi en compagnie d'Haydn pour ce rondo. Et voilà, nous voilà de retour ensemble pour évoquer cette délicate question, on va le dire comme ça. Des algorithmes, sommes-nous, oui ou non, manipulés par ces algorithmes? Sont-ils diaboliques? Eh bien, on comprend que, non, mais malheureusement, nous sommes tellement en interaction avec ces outils que nous finissons par nous prendre dans notre propre piège de nous servir de ces outils, parce qu'on pourrait ne pas s'en servir aussi, hein, messieurs. Luc de Brabander qui est avec nous, lui qui est spécialisé en sciences cognitives, qui vient d'écrire ce magnifique ouvrage, cette petite philosophie, j'ai envie de dire critique, des algorithmes sournois, tout fraîchement paru chez Erol. Nous sommes également en compagnie de Julien Sivange, musicien, producteur, auteur, passionné de nouvelles techno et qui vient de publier de son côté Les mondes de demain chez Plomb. Chez Plomb, il pèse un certain poids, mais il est très imagé, il y a plein de couleurs et il traverse effectivement à travers la culture, l'histoire de la culture, une réflexion finalement, une réflexion sur avant et maintenant, en fait, finalement, c'est avant et après l'apparition massive, on va le dire. Hein. Vous avez dit que ça durait depuis, ça datait de Mathusalem, mais enfin, la présence vraiment quotidienne dans tous les arts, dans toutes nos activités quotidiennes, des algorithmes, des IA, il faut dire ça, je ne sais pas. Très bien. C'est un peu un inventaire, en fait. C'est un inventaire. Oui, en fait, c'est-à-dire que le point de départ, c'est que un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai été surpris, je trouvais ça même poétique de m'apercevoir qu'on était tellement entouré de technologies et qu'elles étaient invisibles et que plus les années passaient, plus elles régissaient des pans entiers de notre quotidien, nos activités. Et donc l'idée est que personne en fait ne savait de quoi il s'agissait, comme disait Luc. C'est-à-dire qu'en fait on manie des outils qui sont vraiment extrêmement amicaux en fait dans leur appréhension, qui marchent tout de suite, qui marchent très bien. Et qui coûte rien. Et qui coûte rien. L'exemple de Google est fabuleux. En apparence, ne coûte rien. Bien sûr. L'invasion de Google, par exemple, c'est un modèle qui est extraordinaire parce qu'en fait, c'est ce modèle qui fait un peu école. Ça veut dire que personne ne se demande pourquoi, pendant 10 ans, on a gratuitement, alors que rien n'est gratuit, la moindre respiration coûte quelque chose, on a une boîte mail, un moteur de recherche, une boussole, un convertisseur d'argent, un traducteur de langue, complètement à disposition, sans jamais de faille, sans jamais aucun bémol. Et puis tout d'un coup, on comprend effectivement que derrière, il y a un modèle économique que maintenant les gens ont fini par percevoir. Il est trop tard parce qu'en plus, il est assez indolore. On est effectivement utilisé dans notre quotidien et les datas qui correspondent à nos activités sont vendues. Donc, quand on y pense. Hein. La fortune de Google vient de là. Mais en fait, là, c'est exactement la même chose qui se passe avec ChatGPT, qui est un peu l'équivalent
l'équivalent 20 ans plus tard, En plus puissant. avec un taux, je trouve, de pénétration sur notre créativité plus Vous puissant. avez des exemples? Bah oui, c'est-à-dire que Google, en fait, ça tape directement dans la biologie. En fait, c'est un outil qui abîme énormément la mémoire, la capacité à Ouais. associer des idées. Personne n'a besoin d'un moteur de recherche. On est complètement équipé pour faire ses recherches soi-même depuis la création de l'humanité. C'est vraiment une création de besoin complètement artificielle. D'ailleurs, je pense que l'histoire d'origine était assez vraie, que c'est juste deux étudiants, pas plus intelligents que les autres, qui veulent communiquer avec les types de la fac d'à côté. Ouais. Et ils font un petit Facebook, ouais. logiciel, et puis pour s'échanger des données. Ensuite, le fait que ça passe en masse média, et que ça nous arrive et qu'on l'utilise comme on connaît, c'était pas prévu et ça ne Ouais. sert surtout à rien. Ça veut dire que les enfants n'ont pas besoin de moteur de recherche, les étudiants non plus, les chercheurs non plus. Il y a très peu d'avantages, mais c'est une création de besoin qui s'est installée C'est fou ce que vous dites, très n'empêche, facilement. hein. ChatGPT, c'est la même chose, un cran plus loin, parce que là, il y a en plus une couche d'intermédiation où, en plus d'aller chercher l'information, il vous propose de mâcher le travail et de vous écrire une réponse toute faite, Oui. hyper bien écrite. Vous pouvez moduler, parler avec lui comme si c'était un copain. Donc, c'est vraiment un assistant. Donc, Mais après, il y a je peux me permettre, Oui, il y a bien bien sûr. sûr une énorme différence, c'est Oui. que Google et Wikipédia sont des systèmes ouverts. Si on est sur une page Google, on a toujours envie d'aller ailleurs. Wikipédia, n'importe quelle page, il y a 50 invitations à aller plus loin. ChatGPT, c'est un cul-de-sac. Vous tapez n'importe quel sujet, la Ouais. bataille de Waterloo, vous allez sur Wikipédia, il y a au moins 50 sujets sur lesquels on peut cliquer pour aller plus loin. Vous allez sur ChatGPT, boum, ben voilà, la bataille de Waterloo, c'est ça. La C'est synthèse. c'est un cul-de-sac. Ouais. Et c'est vraiment une énorme différence. Parce que donc c'est un cran plus loin, mais c'est pas la même direction, hein. c'est vrai. Mais je pense que le point commun des deux, c'est c'est des outils qui ont réussi et qui réussissent à installer le leur, qu'en fait, il y a un Ouais. accès à la connaissance pour tous. Mais en Ouais. fait, on voit bien sur 20 ans que c'est exactement le contraire qui se produit. Ce n'est pas du tout des outils démocratiques qui permettent à tout un chacun de s'instruire. Si, jusqu'à un certain point, mais ensuite, l'information est tellement normée, tellement discutable, qu'en fait, ça affaiblit, je le crois Si. sincèrement. Sauf si les profs sont bons. Ah bah oui, mais Ah oui, mais et ils moi, n'ont si, pas et été et si formés les à ça. livres, et si Ah les oui, livres mais- sont là. voilà, si les livres sont là. Sur Moi, la je suis table. un professeur et je défends plus que jamais le métier de professeur. Je suis en gros d'accord avec tout ce que vous dites, sauf s'il y a un bon professeur. Oui, mais Ah oui, Mais un il bon faut les professeur. trouver. Non, mais c'est-à-dire que- C'est ça, non, mais c'est un ça, les bon enfants, professeur les pauvres. digital natif, c'est-à-dire que vous, comme c'est votre spécialité, pas sûr. vous êtes plongé dans le sujet. Oui, au moins qui invite à l'interrogation en disant tiens, À tu vois l'esprit ça. critique, en À fait, ce que l'esprit vous disiez critique. tout à l'heure, hein. Exactement. Ouais. L'esprit critique, c'est quoi? C'est accorder sa confiance avec discernement. Accorder sa confiance avec discernement. Il y a en fait deux postures extrêmes qui sont un La peu prudence, stupides. oui. Il y a une posture de crédulité, je crois tout, et l'autre, le scepticisme, je crois rien. C'est un peu ridicule les deux. Hmm. Et donc, on est obligé d'accorder sa confiance avec discernement, en se méfiant de quatre choses. D'où vient l'information? Quelle est la solidité du raisonnement? Quel est le canal de transmission? Et surtout, en se méfiant de soi-même. De soi-même. Nous avons tous tendance à croire, par exemple, plus facilement quelque chose que l'on espère. Si la météo annonce du beau temps, vous dites « Waouh, super !» Si elle annonce de la pluie, vous dites « Mais ils seront quand même pas mal !» Ça n'est pas très rationnel. Mais C'est tellement vrai ce que vous dites. et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, Ouais. ce sont ces failles de raisonnement qui sont maintenant bien établies depuis une vingtaine d'années. Il y a une centaine de livres qui sont sortis sur le sujet. Et c'est très bien. La seule chose, c'est que les algorithmes les intègrent. Il y a chez Facebook et chez les autres des centaines de psychologues, de psychanalystes, de tous ces sociologues qui connaissent nos failles. Ils vont construire là-dessus. Ils savent, par exemple, qu'une Ouais. information fausse, on est plus excité à la retransmettre qu'une information vraie. C'est vrai ça ou pas? Ah ben oui, c'est tout à fait vrai, tout ça c'est prouvé. Parce que c'est pourquoi c'est transgressif? Vous avez une idée ou pas Ah, il sur y a ça? de l'excitation, Oui, c'est c'est pas excitant, mon ouais. métier, ça doit exciter, Oh, c'est sûr. étrange. Ah oui, C'est et un donc, enzyme. c'est- le but, Google, parce que ce que dit Julien, Je suis comme ça, moi. bon, personne ne paye et ces boîtes sont les plus riches du monde. Ouais. Je dirais, Apple, c'est 3 000 milliards de dollars, mais vous vous rendez compte, ChatGPT, il y a un an, ici, vous ne connaissiez pas. C'est le Non. 30 novembre de l'année passée, le 30 novembre, c'est sorti. Valorisé la semaine passée, 90 milliards de dollars. Ils ne sont même pas 800. 90 milliards de dollars, c'est 8 fois Renault. Donc voilà, une petite entreprise qui n'a même pas un an, où il y a Ouais. quelques centaines de Et personnes, boum. 8 fois Renault. Pour vous dire, le pari, bien sûr, puissance. ça n'a pas une valeur qui est factuelle. Hein, il n'y a pas d'usine, rien du tout. Ouais. Mais c'est le pari que l'humanité fait sous la puissance de ses outils. C'est ça la valeur qui est donnée. Et c'est vraiment en un an. C'est dingue. Et on a tous les deux de la chance d'avoir sorti notre livre cette année-ci.
Moi, je crois que si je l'avais sorti l'année passée, peut-être vous aussi, j'aurais pu aller le rechercher dans les librairies parce qu'il était complètement dépassé. Ouais. Donc, ça, c'est d'une brutalité. Moi, je suis l'informatique depuis 50 ans. C'était mon métier. Je fais Polytechnique, option algorithme dans les années Waouh. 60. Ah oui, oui. Bon, depuis 50 ans, j'ai eu des surprises et des chocs et des... Oh là là, j'ai vu le premier PC, je me souviens, le premier moteur de recherche, le premier truc. Mais maintenant, le choc que je vis, c'est sans commune mesure avec tous les chocs que j'ai jamais Quel pu. choc, pourquoi? Le choc de ChatGPT, D'accord. cette espèce d'accès facile à quelque chose qui ressemble à l'être humain. Bon, j'ai mis mes questions de philosophie dans la machine. Alors, Dans la machine. vous avez été bluffé? Bluffé, bluffé. Non, c'est vrai? Ah oui, oui. Et je commence facilement, des questions un peu bébêtes, 3 différences importantes entre Platon et Aristote. Bon, en 4 secondes, 18 sur 20. Je dis, mais je ne vais pas me laisser faire. Et je dis, bon, imaginons que Platon n'ait jamais rencontré Aristote. Ça tient la route. Puis je vais plus loin, je dis, imaginons que Platon était une femme. Je me suis dit, là, je plante la machine. Dans 4 secondes, un truc en béton. Dans l'Antiquité, la femme n'avait pas de place. Platon, Aristote étaient bien d'accord, nulle part, ni le droit de vote, ni rien du tout. Dans l'hypothèse où une femme particulièrement extraordinaire à la Platon, mère, aurait existé, peut-être que, voilà, Platon, elle aurait peut-être pu changer la place de la femme dans l'Antiquité. Et c'est presque un raisonnement en fait, hein, ce que vous êtes en train de raconter. Ça imite le raisonnement très bien. Ça imite le raisonnement. Réaction de notre ami Julien. C'est quand même, ça frise. Oui, puis là, on voit bien sans offense, parce que c'est un exercice que vous avez fait, qu'en fait, ça ne sert strictement à rien. Après, c'est comme des questions d'enfants, et si Platon était une femme, et si le personnage... C'est-à-dire que je reviens sur cette sensation de création de besoins complètement inutiles, mais suffisamment finement amenés aux yeux du monde et packagés pour qu'on ne puisse plus s'en passer assez rapidement. Et je pense aussi qu'en amont de ça, et là, ChatGPT est sans doute l'expression suprême de ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment une lutte contre le hasard, en fait. Je pense que c'est ça la matrice, en fait. Une lutte contre le hasard. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'homme, on a un besoin, et il ne fait que croître, d'être assuré, de prévoir le court terme, le moyen terme, de pouvoir faire des statistiques, de contrôler les choses. C'est vraiment une tendance qui est très lourde. C'est vrai que ça nous va à l'encontre complètement, j'en profite quand on est sur Radio Notre-Dame, de toute forme de spiritualité. C'est l'exact contraire de toute forme de réflexion philosophique. Et c'est vrai que c'est des outils qui entraînent dans cette alors c'est à la fois une anémie et puis une hypnose, en fait, dans cette hypnose, si vous voulez. Une hypnose complètement massive. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment on va en bande comme ça s'endormir avec des technologies. Parce que le hasard, en fait, ça fait extrêmement peur à tout le monde. Et que là, on a des outils qui sont basés sur la certitude, en fait. Et c'est, je pense, ça le moteur principal du succès de ces machines. Voilà, Luc, qu'est-ce que vous en pensez? On parle de Twitter à ce moment-là précis. C'est intéressant d'évoquer l'exemple de Twitter que vous évoquez dans votre livre. C'est un cas d'école. C'est l'université où j'enseigne, dimanche passé, s'est retirée de Twitter. Bravo, l'ULB à Bruxelles, parce que il faut résister. On n'est pas, et bon, on dit tous, on est complice, on se rend pas compte, on est assoupi, on est endormi. Non, il faut se réveiller. Et donc mon université, donc à l'ULB, ils quittent en disant Twitter, non, parce que ça appartient à quelqu'un qui est totalement incontrôlé et incontrôlable, avec des objectifs. Ce n'est pas normal que ce soit un homme d'affaires qui décide si monsieur X ou madame Y peut, oui ou non, mais c'est complètement absurde. On a perdu le contrôle. Et donc, moi, je crois qu'on va revenir aux règles. Dans la presse écrite, la presse radio, il y a des règles avec un éditeur responsable. Et il y a un droit de réponse, toutes ces choses sont prévues. Là, il n'y a rien. Ça s'est fait en dehors. Ça a été tellement vite. Facebook existe depuis 18 ans. 2 milliards 300 millions. 2 milliards 300 millions en 18 ans. Et donc, il y a une espèce d'accélération complètement dingue, avec un phénomène qui est le suivant. Il y a le test de Turing. Au départ, on considérait, et Turing, qui était un génie certainement, il a dit, en fait, une machine est intelligente si elle paraît intelligente. C'est en gros son test. Si on ne sait plus faire la différence. Si elle paraît et ça, c'est très, très vicieux. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT paraît intelligent, mais n'est pas intelligent. Il faut inventer un nouveau test. D'ailleurs, le film sur Turing s'appelait The Imitation Game. Là, et c'était vraiment un film extraordinaire et un personnage extraordinaire. Mais il faut reprendre la main, reprendre le contrôle de tout ça. Internet est né en Europe. En Suisse, c'est un Belge, Caillot, et un Anglais, Berners-Lee, qui ont déposé le protocole HTTP, les premiers.
Ils ont été voir le cabinet de Delors à l'époque, et Delors ne les a pas reçus, en disant on tient un truc en or. Et donc, il n'a pas été reçu, et finalement Berners-Lee a été débauché par le MIT, et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc le Minitel chez vous, donc c'était extraordinaire. Moi j'ai travaillé dessus parce que à cette époque-là je m'en occupais. Et donc et on a perdu la main là-dessus. C'est dommage. Et moi je crois Ouais. qu'il faut reprendre la main, reprendre le volant. Qui programme qui? Nous programmons, nous Européens, et surtout je crois qu'il y a des élections là dans 6 mois. Surtout votons pour l'Europe. Tous ces mouvements contre l'Europe me font terriblement peur. C'est la seule chance de reprendre une place dans ce monde-là, c'est via l'Europe. Mm. Même le président, je dirais, français ou allemand, il est petit par rapport à ces entreprises. Ces entreprises sont plus puissantes que les États. Mais comment on fait justement pour prendre le contrôle, même individuellement, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous fait Polytechnique comme vous, cher Luc de Brabanter, Oui. pas sans faux. Alors, Donc comment est-ce qu'on fait? Ah, mais alors, j'ai une il y a- idée, ouais. oui, non, mais il y a des gestes. Et après Luc de Brabanter, ça se Je pense qu'il y a des gestes d'hygiène technologique qui d'ailleurs commencent un peu à s'imposer d'eux-mêmes, mais qui sont plutôt liés à la surface des choses. Ça veut dire la régulation du temps d'écran pour les enfants, les filtres, etc. Rouvrir des livres aussi, non? Rouvrir des livres, Ça mais aide. ça, c'est compliqué si vous voulez, parce que le taux d'attention a été quand même très abîmé, mais c'est le taux de hallucinant. concentration, Même nous les vieux, hein. la contrainte, si vous voulez, de Twitter, notamment, qui a fait des ravages sur l'appréhension de la longueur des textes. Parce qu'en fait, c'est intéressant, à la base de chacune de ces créations, qui n'ont pas plus de 20 ou 25 ans, on peut vraiment dérouler un fil de dommages biologiques. Donc, par exemple, Twitter, le fait de contraindre, je crois, à 127 signes à l'origine, ça a considérablement appauvri le langage. Ouais. En conjonction, vous mettez l'apparition de la conversation visuelle, des emojis, des stickers, des gifs animés, qui sont une sorte d'espéranto ultra raccourci d'une expression. Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on est bombardé en fait de produits et de services qui sont par nature des raccourcis, des simplifications. Et en fait, notre biologie est affectée par ça. Par exemple, quand on est passé du vinyle au CD, Ouais. le son d'un vinyle, il est beaucoup plus plat, d'un CD, pardon, est beaucoup plus plat, il manque complètement de relief, il n'y a pas de diatonie, les pistes ne respirent pas les unes avec Absolument. les autres. Ouais. Donc ça veut dire qu'au bout de 20 ans de CD, l'oreille, en fait, elle est appauvrie. C'est logique, on est en interaction avec la nature. Quand vous passez du CD au streaming de base, parce que le streaming de haute résolution est à peu près l'équivalent du CD, Ouais. mais le streaming de base, il est encore en dessous du CD. La notion de relief en musique est très importante pour vivre des émotions. Elle est encore plus amoindrie. Et l'oreille s'habitue. Et avec l'œil, c'est pareil, les milliards d'images, etc., etc. Donc, c'est des outils. C'est un peu catastrophiste, mais je vous dis vraiment ce que je pense. C'est des outils qui tapent sur la biologie, qui simplifient le monde, qui simplifient les relations humaines, qui sont des outils par nature de raccourci, d'accélération. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse retourner en arrière. On commence bien la semaine avec vous, messieurs, merci. Après, j'ajoute juste une chose. Ça vous ennuie pas qu'on passe par un monde nouveau? Non, ce que vous Chatterton voulez. Ouais, On se retrouve après? allez. Allez, à l'ancienne. Un monde nouveau. Et nous sommes en plein dedans. Effectivement, sommes-nous manipulés par ces algorithmes qui nous gouvernent, point d'interrogation, avec des guillemets évidemment, mais bon, on n'est pas si loin que cela de cette idée-là. Luc de Brabander est avec nous. Luc est spécialisé en sciences cognitives, qui vient de publier La petite philosophie des algorithmes sournois chez Erol. Et Julien Sivange, qui est passionné de nouvelles technologies, qui est également artiste, musicien et producteur, et qui vient d'écrire de son côté, de pondre ces mondes de demain chez Plomb. Alors, ces mondes de demain qui sont faits de malheur, de tristesse, mais aussi de petites joies. Julien Sivange, j'aimerais bien qu'on attaque dans cette dernière partie d'émission, messieurs, si vous le voulez bien, quand même des choses un peu, des points positifs, ce qu'on y a gagné, ce qu'on y gagne, et comment faire surtout pour reprendre les choses en main, chacun avec ses potentiels limités, plus ou moins limités, de connaissance de toutes ces nouvelles technologies, de ces chatbots et autres. Quels sont déjà vous aviez très envie d'évoquer là tout de suite maintenant, ce qui était quand même un peu... Non, alors déjà, juste si je reviens à cet ouvrage, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que c'est un ouvrage grand public qui permet de décoder un peu la part de futur dans le présent, en tout cas en matière de nouvelles technologies et d'innovation. Parce que c'est vrai que pour reprendre un peu de terrain, il faut s'y connaître un peu, et s'y connaître un peu, le commun des mortels ne peut pas le faire avec uniquement les cahiers du MIT ou les cahiers de Polytechnique. Donc ça, c'est un ouvrage de vulgarisation qui a au moins cette vertu, c'est d'expliquer de façon assez simple. Je souligne au passage le travail remarquable du rédacteur Ludovic Perrin,
que j'ai choisi d'ailleurs parce qu'il n'y connaissait rien et qu'il est très intelligent. Donc justement, son intelligence humaine a permis de décoder un peu, si vous voulez, un nombre de sujets parfois un peu obtus. Et donc ça, par exemple, c'est une petite brique dans un océan de mesures à prendre, c'est-à-dire d'avoir un discours un peu pas forcément pédagogique, mais en tout cas, il faut un peu évangéliser, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne et leur donner donc des billes pour qu'ils puissent choisir d'aller à gauche ou à droite ou au centre de leurs Et usages. ce n'est pas si compliqué de Non. les... Alors, allons-y avec vous, Luc. C'était amusant Mais- votre histoire d'hôtel à Florence. Ah pendant oui, que- oui, au-delà, imaginons Allons-y. que maintenant, tous les trois, on tape hôtel, on cherche un hôtel à Bruxelles D'accord. sur Google. Ouais. Eh bien, nous n'aurons pas les mêmes réponses. Simplement parce que moi, j'y habite, vous pas. Et le système sait très bien que j'y habite et vous pas. Et donc, la même question, je cherche un hôtel à Bruxelles, va donner des réponses. Donc, ça veut dire que si ça se produit, c'est qu'il y a une partie de l'information qui nous échappe. On sait des tas de choses sur nous. Et donc, il faut résister. Je reviens à France Gall. Un exemple formidable. C'est un journaliste aux États-Unis qui, sur Facebook, pendant 48 heures, a tout liké. Tout. Vous aimez la viande? Oui. Le poisson? Oui. Vous êtes végétarien? Oui. Vous aimez la nuit? Oui. Le jour? Tous les juifs, La les pluie, le musulmans? soleil. Oui, 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 Ouais. oui, 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 oui. Et donc, pendant 1 heure ou 2, le système s'est dit, mais qui c'est ce type? Parce que comment ça marche, les systèmes? On l'a dit, c'est en simplifiant, en faisant des catégories. Donc, comment Google gagne des milliards ou Facebook? Parce qu'ils peuvent fournir les gens, les gauchers, les gens qui dorment mal la nuit ou ceux qui adorent, je ne sais pas moi, François Ier, peu importe. Ouais. On peut donner. Donc, on met les gens dans des catégories. Et quelqu'un qui like tout, il résiste. Mais il est quoi ce type? Il est noctambule. Mais non, il aime le jour aussi. Il est végétarien. Mais non, il aime la viande. Ça fait Et- bugger, quoi, et, la machine. et donc, la machine, après 2-3 heures, son fil d'actualité a commencé à évoluer. Après 5-6 heures, des amis lui ont envoyé des messages en disant qu'est-ce qui se passe? Parce que la manière dont il communique avec les gens qui l'a liké, c'est ça, a commencé à être influencé. Et donc, il décrit ça dans un texte. C'est absolument... Et là, on se rend compte de la puissance du système. Mais on peut le tester. On peut faire des tests. Il y a moyen de résister. Ça, je le On recommande. n'aime rien, sinon peut-être qu'en dislikant tout, peut-être que ça marcherait pareil. Ah, Ah, peut-être- mais ça prend du temps. Il faut Ça 48 prend du heures. temps. Ouais, il faut Non. faire que ça Et pendant d'ailleurs, 48 heures. il dit qu'il a arrêté. Parce qu'il a reçu des menaces. Il a reçu des menaces. Mais oui, vous aimez tout le monde. Vous aimez toutes les races, toutes les populations. À un moment donné, ça va pas, quoi. Vous échappez, et donc c'est une forme de résistance. Mais je crois qu'il a raison. C'est un outil qui ne devrait pas être dans les mains du grand public, mais qui l'est. Bon, moi, je suis concerné par les adolescents. Vous voyez, sur un téléphone. Ils m'ont mis TikTok, mes petits-enfants. Ils m'ont mis TikTok, et je dirais, je suis très content, la moitié d'eux s'informent uniquement par TikTok. Au moins, je sais comment ils s'informent. Sur TikTok, je ne sais pas combien, 10, 20 ou 30% est faux, je n'en sais rien. Mais quand on regarde TikTok et se dit, c'est ça la source d'information, mais il faut vraiment, je dirais, moi je reste un optimiste et je trouve que, né en 48, moi j'ai probablement une chance extraordinaire. Mais j'ai grandi avec 3 certitudes que mes parents m'ont données. La paix, c'est acquis, l'Europe, c'est acquis, et la démocratie, c'est acquis. Eh bien aujourd'hui, aucun des 3. J'ai 3 fois un doute. Et donc, nous devons nous battre pour nous, contre toutes les formes d'extrême. Regardez les élections en Hollande, nos voisins du Nord, le week-end passé, où l'extrême droite a pratiquement fait x2. Eh bien, ça on ne peut pas laisser passer. Et je crois que ceux qui sont aujourd'hui les plus actifs sur les réseaux sociaux, ce sont ces groupes extrêmes. Mais on a laissé la place. Moi, je vois bien les journaux plus traditionnels. Moi, j'écris dans la Libre Belgique, qui est un peu de la mouvance comme la vôtre ici. Eh bien, on a laissé la place aux extrêmes. Il faut reprendre le volant et accepter oui. Reprendre le volant, oui. Comment par quelles autres astuces? Non, alors cher comme ami, disait Julien Luc et Siroche. comme on dit depuis tout à l'heure, c'est vrai que l'aspect négatif, en fait, c'est que des outils si puissants soient aux mains de tous. Maintenant, il y a des aspects très positifs, mais à manier par des professionnels. Si vous êtes architecte, chercheur, physicien, chercheur en quoi que ce soit, historien, étudiant aussi, il y a un intérêt réel à avoir accès à des bases de données, à pouvoir les travailler, etc. Mais donc, il faut pousser la notion un peu, je dirais, de co-IA, en fait. À mon avis, c'est ça le futur à court et moyen terme. C'est des intelligences artificielles façonnées
à vos besoins, donc plus personnalisés, qui vous permettent d'explorer plus profondément avec un assistant, en fait, un sujet ou un autre. Mais il n'empêchera pas que ça a été un peu trop rapidement et que ce sera une source et c'est déjà le cas, de fractures et de clivages extrêmes. Et pas que entre les riches et les pauvres, ou entre les gens du Sud et les gens du Nord, aussi entre les gens qui ont des capacités différentes à associer les choses, à aller chercher. À interroger, comme À interroger, ça veut dire la Éric de capacité à Brabander. poser la bonne question. C'est quelque chose qui se cultive dans des chaudrons dont personne ne connaît vraiment les recettes. Et ça va faire une différence de plus en plus saillante dans tout. C'est-à-dire dans l'apprentissage de l'existence, dans la scolarité, dans le travail. Et c'est des choses qui ne sont pas quantifiées, comprises, mesurées, et contre lesquelles, sans être trop pessimiste, même si c'est sans doute ma nature, en tout cas là, ce matin, on ne peut pas grand-chose. On ne peut pas lutter, si vous voulez, contre une telle machinerie. C'est marrant toujours de voir les industriels. Il y en avait un la semaine dernière sur France Inter qui était comme un bébé, extrêmement fier d'avoir, avec le patron de Google et un autre qui fait des bateaux, ils ont mis des centaines de millions et maintenant ils vont faire une IA souveraine, etc. Et il jubilait, en fait, c'était presque communicatif, quoi, contagieux, mais en fait il jubilait vraiment comme un enfant à qui on a donné un énorme jouet. Il sait que c'est trop tard, mais qu'il faut avancer, puis après une sorte d'injonction à avancer, il faut avancer, mais ça reposait sur une situation complètement absurde, et à mon avis qu'il avait l'intelligence de comprendre, mais juste aussi l'intelligence d'oublier pour en parler en public. Mais il y a quelque chose de jubilatoire là-dedans, mais c'est déjà trop tard pour redistribuer la connaissance. Et Ouais, en fait, il y a Éric de deux Brabander. postures. Le coup d'État qu'il y a eu chez OpenAI, donc la société de ChatGPT, le week-end passé, ils ont viré le PDG, puis ils l'ont rappelé dans le week-end. Là, c'est le clash entre deux vues du monde. Il y a une vue un peu, comme vous dites, joyeuse. Plus il y a de gadgets, mieux c'est, etc. Et on réfléchit pas trop. Et l'autre qui se pose des questions. Et beaucoup de gens se posent. Moi, je trouve ça intéressant. OpenAI et Oppenheimer. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'il y a un moment Oppenheimer. Bon, je sais pas, vous avez vu le film Oppenheimer. Bon, moi, je l'ai vu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pendant 2 heures, des hommes politiques, des savants, des chercheurs, des ingénieurs se posent des tas de questions et finalement décident de faire exploser une bombe. Si un jour on fait un film sur ChatGPT, ce sera à l'envers. À la première image du film, boum, la bombe explose. ChatGPT est mis, bon. Et après, les gens discutent, etc. C'est vraiment le monde à l'envers. Mais je dirais, il y a les deux vues du monde qui se sont battues ce week-end pour virer et récupérer. C'est tout le problème, il est là. Je crois qu'on dit trop souvent, les outils ne sont ni bons ni mauvais, ça dépend de l'usage que l'on en fait. On entend ça trop Oui, souvent. très souvent, ouais. Non, cet outil est bon et mauvais. Le même outil, le même jour, au même instant, dans les mêmes mains, il est bon et mauvais. Il est Donc il n'y aussi a pas nuisible moyen de se que- défausser en disant l'usage qu'on en fait. Non, il est. Et le professeur, le chirurgien, le juriste, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, les juges, moi j'étais invité au palais de justice à Bruxelles, Ouais. ils sont complètement perdus. Parce que le faux, j'adore l'exemple du faux qui est vrai. Oui, mais c'est pas l'original du faux, mais bon, etc. Oui, mais ici, c'est bon parce qu'on sait qu'il y a le faussaire. Oui, mais donc, il vaut mieux ne pas être. Et donc, les bases même du monde sont à Mais réinventer. la médecine aussi. Les chirurgiens Moi, sont je un m'y peu... connais, mais c'est sûr. J'envoie les outils à distance. On peut Ouais, opérer à distance, hein. à distance. Opérer à Peut-être qu'ils peuvent distance. échanger. Il y a certainement des choses. Un bête scanner en 3 dimensions a déjà fait faire des tas de progrès. Donc, il y a des tas de bonnes choses. Mais Et en même temps- en même temps, c'est dans les mains de n'importe qui, et on le voit bien. Le faux peut être parfait. Le faux n'est pas neuf. Edgar Morin, en 59, il a eu 102 ans, Edgar Morin. C'est quand même pas mal, bon. Ouais. Edgar Cher Morin, Edgar en Morin. 59, il publie un livre, La rumeur d'Orléans, qui est un fake news, qui dit que dans les magasins tenus, je crois, de textiles tenus par des commerçants juifs, des femmes disparaissent. Donc c'est faux de A à Z en 59. Mais aujourd'hui, les gens qui font du faux, ils sont équipés d'outils, comme Julien dit, incroyablement puissants. Le faux, d'abord, il est parfait. C'est comme l'image du pape sur son livre. C'est parfait. C'est ciblé. Parce que la rumeur d'Orléans, on l'a envoyée dans l'atmosphère, on ne sait pas très bien où elle allait, et en gros, elle allait un peu partout. Mais aujourd'hui, je peux faire à vous une rumeur A, à vous une rumeur B, et qui dit le contraire l'une de l'autre, puisque je sais qui vous êtes. Et je peux monter les gens les uns contre les autres. En plus, je peux faire des rumeurs automatiques, c'est ce qu'on appelle les trolls. Il y a aujourd'hui, et les Russes sont apparemment spécialistes là-dedans, c'est des milliards automatiquement, il y a plus de limite. Et en plus, les faux intègrent les biais cognitifs, on le savait tout, on le dit tout à l'heure. Et tout, donc, ce sont des outils, c'est une forme, une bombe atomique, mais elle a explosé avant même qu'on se pose la question de savoir si on doit l'avoir. Mais donc,
elle Ouais, est là, elle elle est là, a elle est là explosé. parmi Et nous. maintenant, la Mm. question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On est moins intelligent qu'avant, du coup, alors que c'est compliqué aussi de lutter. C'est compliqué, Hein, mais je n'est-ce voudrais pas, notre réagir ami sur Julien, oui. 3-4 choses Allez-y. que disait Luc. Bon, déjà, effectivement, le mariage charge nucléaire et intelligence artificielle générative ou dégénérative, il est bienvenu parce que c'est effectivement des ruptures anthropologiques. Quand on a réalisé qu'effectivement, soudain, on avait dans les mains de quoi détruire la planète 40 fois, on s'est un peu interrogé, mais on était un peu au même endroit mental collectif du jour où on a réalisé que la Terre était ronde, bon, etc. Donc là, on est en face effectivement d'une montagne, et il est trop tôt pour pouvoir traiter l'information, et on mettra sans doute des siècles à le faire. Bon, ça, c'est une première chose, mais je pense qu'effectivement, mettre les deux nouveautés en perspective, qui à elles deux couvrent à peine un siècle, je pense que c'est une première chose. Ensuite, je reviens sur ce que vous disiez. C'est vrai qu'il y a une ambivalence quand vous dites que les outils sont ni bons ni mauvais, ils sont bons et mauvais. Et je pense que cette ambivalence, en fait, elle est vraiment, elle prévaut en fait à une forme de jouissance qui est très humaine, et que ça, avec cette nécessité, cette volonté de chasser le hasard, je pense que là, on a une conjonction de supports en fait qui font que c'est très adopté en fait, très naturellement. Et que l'IA, on y va, effectivement, la générative, on y va, en ayant conscience que c'est pas génial, mais en même temps que c'est utile, et ça pique un peu, et on avance, et on avance. Et donc, je pense que cette ambivalence, elle rend les choses très possibles, très humaines aussi, paradoxalement. Et ça fait partie, c'est une des raisons de l'adhésion, en fait. Et puis pour terminer, ça joue sur, effectivement, j'allais vous dire, sur l'affect, puisque regardez, même avec, je pense tout de suite à la série, au phénomène de la série, on vous suggère des choses que vous aimez bien. Il y a quelque chose de très bizarre, parce qu'en même temps, je trouve qu'on est, là c'est moi qui me mets sur la table d'opération, mais en même temps, on est content, voire soulagé. On se dit, ah c'est chouette, tiens, ils connaissent mes goûts, c'est quand même génial ce truc. Et en même temps, ah mais quelle horreur, il ose connaître mes goûts. Exactement. C'est terrible en fait. Moi, je rebondirais sur l'idée d'utiliser les machines. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle l'art du prompt. Aujourd'hui, on dit avec ChatGPT, la question importante, c'est les questions qu'on pose. Et en fait, on retourne à Socrate. Le premier à prompter, c'était Socrate. Il dit toujours, je sais rien, je connais rien. Mais au moins, je ne connais rien. Mais par contre, je sais poser des questions. Ouais. Et en fait, une des réponses, c'est la philo. C'est cette posture de doute, d'étonnement, de questionnement, et l'art de la question. L'art de la question la plus simple et la plus essentielle. C'est vraiment l'art de la question. Le premier. Eh ben, on termine par une question. Voilà, merci beaucoup. C'était un peu moche comme conclusion, mais c'est quand même ça l'essentiel. C'est pas une se conclusion. poser. Non, c'est une une question. Petite philosophie des algorithmes sournois chez Erol. Merci infiniment. Avec Julien plaisir. Sivange, merci également. Et vos mondes de demain et cette photo, ce fake extraordinaire. Le futur s'invente aujourd'hui chez Plomb. Merci infiniment, messieurs. Merci.